Il y a cette sensation que certains hommes et certaines femmes décrivent avec des mots différents, mais qui racontent toujours la même histoire. Les jambes un peu lourdes en fin de journée, les pieds froids le soir sous la couette, même en été. Ce souffle légèrement plus court dans l'escalier, pas suffisant pour s'inquiéter vraiment, juste suffisant pour remarquer. Et le matin, ce manque d'élan, ce corps qui démarre lentement, comme si quelque chose avait perdu de sa fluidité, de sa disponibilité, comme si la circulation entre vous et le monde s'était épaissie imperceptiblement. Vous en avez peut-être parlé, peut-être pas. Ces sensations-là, on les garde souvent pour soi. On se dit que c'est l'âge, que c'est normal, qu'on ne peut pas s'en plaindre vraiment puisqu'il n'y a rien de douloureux. Et pourtant, quelque chose a changé. Une espèce de présence dans le corps qui était là avant et qui s'est retirée doucement, sans prévenir. Une chaleur circulante, une vigueur disponible, une façon d'habiter ses jambes et ses mains et son énergie qui était évidente à 40 ans et qui demande maintenant un effort. Ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est entrer dans la biologie de cette sensation. Comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur, pas en surface, pas avec des approximations, mais avec cette précision bienveillante qui permet de ne plus subir en silence ce qu'on peut en grande partie influencer. Et dans ce voyage biologique, je veux vous parler d'un aliment que vous avez très probablement dans votre cuisine, que vous consommez peut-être depuis des années sans vraiment le comprendre, et dont les propriétés sur la circulation vasculaire sont à la fois réelles, documentées, et presque toujours mal exploitées. Je veux vous parler du miel. Mais avant d'en arriver là, il faut qu'on comprenne ensemble ce qui se passe dans vos vaisseaux, avec le temps, parce que sans cette compréhension, le reste ne sert à rien. Je m'appelle Sophie Laurent. Je suis médecin formée à Paris Descartes, et depuis 15 ans, j'accompagne des hommes et des femmes, après 60 ans, dans cette navigation entre le corps qu'ils ont eu et le corps qu'ils habitent maintenant. Mon travail n'est pas de vous promettre de récupérer 20 ans. C'est de vous aider à comprendre ce que votre corps peut encore faire, à condition qu'on lui parle le bon langage. Et ce bon langage commence par la connaissance d'une structure que presque personne ne mentionne dans les conversations ordinaires sur la santé. Cette structure, c'est l'endothélium. L'endothélium est une couche de cellules microscopiques qui tapissent l'intérieur de chacun de vos vaisseaux sanguins, artères, veines, capillaires. Si vous étiriez toute cette surface, elle couvrirait plusieurs terrains de tennis. C'est l'organe le plus vaste de votre corps, et c'est aussi l'un des moins connus. Son rôle est central, presque chef d'orchestre. C'est lui qui décide quand un vaisseau doit se dilater pour laisser passer plus de sang, quand il doit se contracter, comment la fluidité du sang est régulée, comment les nutriments et l'oxygène traversent la paroi pour nourrir les tissus. Et au cœur de ce mécanisme de régulation, il y a une molécule dont vous avez peut-être entendu le nom sans vraiment saisir son importance. L'oxyde nitrique. Produit directement par les cellules endothéliales, l'oxyde nitrique est un vasodilatateur naturel, c'est-à-dire qu'il détend les muscles lisses de la paroi vasculaire, permet aux vaisseaux de s'ouvrir plus largement, améliore le débit sanguin vers les muscles, le cerveau, le cœur et toutes les zones du corps qui dépendent d'une bonne perfusion pour fonctionner pleinement. Quand la production d'oxyde nitrique est optimale, le sang circule avec fluidité, la chaleur se distribue correctement jusqu'aux extrémités, l'énergie disponible est réelle et la vitalité globale, dans tous ses aspects, est soutenue. Avec l'âge, cette production diminue. Pas de manière catastrophique et soudaine, mais progressivement, insidieusement, sous l'effet de plusieurs facteurs qui s'accumulent. Le stress oxydatif d'abord, ce déséquilibre entre les radicaux libres produits par le métabolisme cellulaire et les antioxydants disponibles pour les neutraliser, endommage les cellules endothéliales et réduit leur capacité à synthétiser l'oxyde nitrique. L'inflammation chronique de bas grade ensuite, ce feu intérieur discret que beaucoup entretiennent sans le savoir à travers leur alimentation, leur sédentarité, leur sommeil insuffisant, rigidifie progressivement les parois vasculaires. Et enfin, la glycémie, ces variations répétées
du taux de sucre dans le sang liés à des repas trop riches en glucides rapides, abîment l'endothélium par un mécanisme qu'on appelle la glycation. Le sucre se lie littéralement aux protéines des membranes vasculaires, les rigidifie, les vieillit. Voilà ce qui se cache derrière les jambes lourdes, les pieds froids, l'essoufflement à l'effort, cette impression diffuse de moins bien circuler dans son propre corps. Ce ne sont pas des caprices de l'âge, ce sont les conséquences d'une usure silencieuse de votre système vasculaire, une usure que l'on peut ralentir, atténuer, partiellement corriger, à condition de savoir sur quel levier agir. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que vous mettez dans votre corps le matin? Pas dans une logique culpabilisante, mais avec cette curiosité simple de quelqu'un qui commence à comprendre que ce premier geste alimentaire de la journée a une signification biologique beaucoup plus grande qu'une simple habitude confortable. C'est ici que le miel entre en scène. Et je veux être très précise sur ce que je dis et sur ce que je ne dis pas. Le miel n'est pas un médicament. Il ne remplace aucun traitement prescrit. Il ne guérit pas une insuffisance vasculaire sévère ni une maladie cardiovasculaire établie. Mais le miel brut, non chauffé, non pasteurisé, contient des composés bioactifs, des polyphénols, des flavonoïdes, des enzymes, des oligoéléments, dont les effets sur la fonction endothéliale et l'inflammation vasculaire sont documentés dans la littérature scientifique. Et ces composés, utilisés de manière appropriée, peuvent soutenir de manière réelle la santé des vaisseaux après 60 ans. Le problème, et c'est là que réside l'erreur que je vois le plus souvent, c'est que presque personne ne l'utilise correctement. Pas parce que les gens manquent de bonne volonté, mais parce que personne n'a pris le temps d'expliquer pourquoi la façon de consommer le miel change radicalement son impact biologique. La première erreur, c'est la chaleur. La grande majorité des personnes qui consomment du miel régulièrement le font dans un thé chaud ou un café. Or, les enzymes présentes dans le miel brut, notamment la glucose oxydase et la diastase, sont des protéines thermosensibles. Au-delà de 40 à 50 degrés Celsius, elles se dénaturent, c'est-à-dire qu'elles perdent leur structure fonctionnelle et leur activité biologique. Les polyphénols, bien que plus résistants, subissent également des dégradations partielles à haute température. Vous obtenez alors un produit qui garde son goût sucré, mais qui a perdu une grande partie de ce qui le rendait biologiquement intéressant. Vous consommez essentiellement du sucre. La deuxième erreur, c'est le contexte alimentaire. Prendre du miel avec du pain blanc, des viennoiseries, des céréales industrielles, c'est combiner plusieurs sources de glucides rapides simultanément, créer un pic glycémique important, déclencher une sécrétion massive d'insuline et activer précisément les mécanismes inflammatoires et de glycation que vous cherchiez à atténuer. Le miel dans ce contexte ne soutient pas vos vaisseaux. Il aggrave la charge métabolique que vos vaisseaux doivent absorber. La troisième erreur, c'est de ne pas distinguer les miels entre eux. Un miel industriel, pasteurisé, filtré à chaud, standardisé pour une texture homogène et une longue conservation, est un produit très différent d'un miel brut, artisanal, récolté à basse température et qui cristallise naturellement avec le temps, cette cristallisation étant d'ailleurs un signe de non-adultération et de richesse en glucose naturelle, non un défaut. Les miels les plus riches en polyphénols sont généralement ceux issus de plantes à forte activité biologique. Le miel de châtaignier, le miel de thym, le miel de forêt ou de sarrasin ont des profils antioxydants nettement supérieurs au miel d'acacia ou au miel toute fleur industriel. J'ai accompagné il y a quelques années un patient, appelons-le Henri, 68 ans, ancien instituteur, qui venait me consulter non pas pour une pathologie diagnostiquée, mais pour ce qu'il décrivait comme une extinction progressive. Il me dit « Je n'ai pas de maladie grave, mais je ne me sens plus vivant de la même façon. Mes mains sont froides, même en été, je marche moins loin qu'avant parce que mes jambes deviennent lourdes, et le matin, je me réveille sans envie. » Sur le plan biologique classique, ces bilans étaient dans les normes pour son âge. Mais quand on regardait de plus près, glycémie à jeun, légèrement haute, marqueurs inflammatoires discrets, tension artérielle avec une légère rigidité à la pression pulsée,
Le tableau parlait d'une dysfonction endothéliale modérée, silencieuse mais réelle. Henri consommait du miel chaque matin dans son café. Je lui ai expliqué pourquoi ce miel-là ne lui apportait probablement aucun bénéfice vasculaire. Nous avons revu ensemble son alimentation matinale, intégré un protocole simple autour du miel brut, ajouté quelques ajustements d'habitude complémentaires. 3 semaines plus tard, il m'a rappelé pour me dire que ses mains étaient plus chaudes, qu'il avait marché 40 minutes sans ressentir de pesanteur dans les jambes, et que quelque chose dans sa vigueur générale, il cherchait ses mots, avait repris un peu de couleur. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas un miracle, mais c'était réel, tangible, et cela venait de là où il ne cherchait pas. Ce que l'histoire d'Henri illustre, c'est quelque chose que je crois profondément. Le corps après 60 ans n'est pas un corps qui ne répond plus. C'est un corps dont les marges de réponse se sont réduites, qui demande des signaux plus précis, plus cohérents, plus respectueux de sa physiologie. La fenêtre de réactivité est plus étroite, mais elle existe. Parlons maintenant de la façon d'exploiter cette fenêtre concrètement, en commençant par ce qui peut changer dès demain matin, sans investissement majeur, sans transformation radicale du quotidien. Le geste le plus simple et le plus immédiatement accessible, c'est de repositionner le miel dans votre routine matinale. À jeun, avant toute autre boisson, dissoudre une cuillère à café, pas plus, la dose compte, de miel brut dans un verre d'eau tiède, autour de la température corporelle, environ 35 à 38 degrés. Une eau dans laquelle vous pouvez tremper le doigt sans sensation de chaleur. Ajoutez quelques gouttes de jus de citron frais, pas plus d'un quart de citron, qui potentialise l'assimilation des polyphénols et apporte une légère stimulation de la production d'oxyde nitrique via ses flavonoïdes propres. Buvez lentement. Attendez 15 à 20 minutes avant le premier repas. Ce temps de latence permet aux composés actifs d'agir sur la muqueuse digestive et les cellules endothéliales sans interférence alimentaire. Cette fenêtre de 15 à 20 minutes n'est pas arbitraire. C'est le temps nécessaire pour que les polyphénols du miel traversent la muqueuse buccale et intestinale et atteignent la circulation sanguine dans des concentrations mesurables. Et pendant ce temps, évitez le téléphone, évitez les nouvelles anxiogènes, évitez toute activation du système nerveux sympathique. Parce que le stress matinal, même léger, même fugace, déclenche une libération de catécholamines qui provoque une vasoconstriction. Il neutralise précisément l'effet vasodilatateur que vous cherchez à créer. Le corps fonctionne comme un tout. Vous ne pouvez pas soigner vos vaisseaux d'un côté et les comprimer de l'autre. Pour ceux qui souhaitent amplifier l'effet, une très petite quantité de gingembre frais râpé, l'équivalent d'une demi-cuillère à café, peut être ajoutée à ce mélange. Le gingembre contient des gingérols et des chogaols, des composés aux propriétés anti-inflammatoires et vasodilatatrices documentées. Il améliore la circulation périphérique et la perfusion des extrémités. Mais attention, le gingembre en poudre industrielle a une biodisponibilité très inférieure au gingembre frais et une quantité excessive peut irriter la muqueuse gastrique chez les personnes sensibles. Ces ajustements immédiats sont accessibles et sans risque pour la grande majorité des personnes. Il y a cependant des situations où je recommande d'en parler à votre médecin avant de commencer. Si vous êtes diabétique et que votre glycémie est instable, la petite quantité de sucre naturel du miel doit être intégrée dans le contexte de votre suivi glycémique. Si vous prenez des anticoagulants, certains composés du gingembre ont un léger effet fluidifiant du sang qui peut interagir avec ces traitements. Ce ne sont pas des contre-indications absolues, mais des informations à partager avec votre médecin traitant. Le deuxième niveau de changement, c'est celui des habitudes profondes, celles qui soutiennent et amplifient les effets de ce que vous faites le matin. La plus importante d'entre elles, c'est le mouvement quotidien. Pas le sport intensif, pas la salle de musculation si votre corps ne le demande pas. Je parle de marche, 20 à 30 minutes par jour à un rythme suffisant pour légèrement augmenter la fréquence respiratoire. Ce simple mouvement stimule la production d'oxyde nitrique de manière mécanique, les contraintes de cisaillement
exercés par le flux sanguin accéléré sur les parois vasculaires, sont l'un des signaux les plus puissants pour activer la synthèse endothéliale de cette molécule. C'est de la physique au service de votre biologie. L'alimentation du soir mérite aussi une attention particulière. Dîner tôt, au moins 2h30 avant de se coucher, et limiter les glucides raffinés et le sel en soirée réduit la charge glycémique et osmotique nocturne, favorise un sommeil de meilleure qualité et prépare un terrain métabolique plus favorable pour le lendemain matin. Le sommeil n'est pas une parenthèse dans la journée, c'est le moment où votre endothélium se répare, où les hormones de régénération sont sécrétées, où votre système vasculaire récupère. Un sommeil de mauvaise qualité chronique augmente les marqueurs d'inflammation vasculaire de manière mesurable. Et puis, il y a l'hydratation. Un facteur que l'on oublie presque toujours dans les conversations sur la circulation après 60 ans. Avec l'âge, la sensation de soif s'émousse. On peut être légèrement déshydraté sans le ressentir. Or, un sang légèrement plus concentré, légèrement plus visqueux, circule moins facilement dans les petits vaisseaux périphériques. Les extrémités reçoivent moins, les capillaires travaillent plus, la perfusion tissulaire se réduit. Boire régulièrement tout au long de la journée, pas en grande quantité d'un coup, mais de façon distribuée, sans attendre la soif, est l'une des habitudes les plus simples et les plus sous-estimées pour soutenir la fluidité vasculaire. Dans une vision à plus long terme, la protection de votre capital vasculaire après 60 ans repose sur un suivi biologique régulier qui dépasse le bilan classique. La glycémie à jeun est nécessaire mais insuffisante, l'HbA1c, qui reflète la glycémie moyenne sur les 3 derniers mois, donne une image beaucoup plus fidèle de votre exposition chronique au sucre et donc de la charge de glycation endothéliale. Les marqueurs inflammatoires, CRP ultrasensibles notamment, permettent de détecter cette inflammation de bas grade que j'évoquais, celle qui ne fait pas mal mais qui use les vaisseaux en silence. Et la mesure de la pression pulsée, la différence entre la pression systolique et diastolique, est un indicateur sensible de la rigidité artérielle, souvent plus parlant que la pression artérielle moyenne seule. Ces examens ne sont pas exotiques. Ils font partie du bilan préventif que tout médecin peut prescrire, mais ils sont trop rarement demandés en l'absence de symptômes évidents, précisément parce que la dysfonction endothéliale débutante est silencieuse. En les demandant proactivement, vous vous donnez les outils pour agir avant que le silence ne se transforme en symptômes. Je voudrais aussi vous dire quelque chose sur les signaux à ne pas ignorer. Ceux qui dépassent la simple lourdeur des jambes ou la fraîcheur des extrémités et qui méritent une consultation rapide. Des œdèmes des chevilles qui persistent au-delà de quelques jours, surtout s'ils sont asymétriques, peuvent indiquer une insuffisance veineuse chronique ou, dans certains cas, une atteinte cardiaque ou rénale qui nécessite un bilan. Une claudication, cette douleur crampoïde dans le mollet qui survient à la marche et cède à l'arrêt, est le signe classique d'une artériopathie périphérique, une réduction du débit sanguin dans les artères des jambes qui demande une évaluation vasculaire urgente, des douleurs thoraciques, un essoufflement disproportionné à l'effort, des palpitations inhabituelles. Ce sont des signaux cardiovasculaires qui n'attendent pas et qui ne se traitent pas avec du miel brut et de la marche. Ce sont des urgences médicales. Je souligne ces distinctions, non pas pour alarmer, mais parce que mon rôle est de vous aider à calibrer votre attention. Il y a des signaux qui invitent à des ajustements de mode de vie et des signaux qui invitent à consulter sans délai. Les confondre dans un sens ou dans l'autre est une erreur, dans les deux cas. Ce que j'espère vous avoir transmis aujourd'hui, c'est d'abord une image juste de ce qui se passe dans vos vaisseaux avec le temps. Non pas pour vous inquiéter, l'inquiétude sans compréhension ne mène nulle part, mais pour vous rendre acteur d'une réalité biologique que vous pouvez influencer. L'endothélium n'est pas un tissu mort, c'est un tissu vivant, dynamique, capable de réponse, qui réagit aux signaux que vous lui envoyez chaque jour, à travers votre alimentation, votre mouvement, votre sommeil, votre niveau de stress. Le miel brut, bien choisi et bien utilisé, est l'un de ces signaux. Un signal parmi d'autres,
ni magique ni suffisant seul, mais réel dans sa portée biologique quand il s'inscrit dans une cohérence d'ensemble. C'est cette cohérence que je vous invite à construire, pas en révolutionnant votre vie du jour au lendemain, mais en modifiant un geste à la fois, une habitude à la fois, avec cette patience bienveillante que mérite un corps qui a travaillé pour vous pendant 6 décennies. La vitalité circulatoire après 60 ans n'est pas un souvenir irrécupérable. C'est un équilibre à entretenir avec intelligence. Et l'intelligence, ici, c'est simplement de comprendre ce dont votre corps a besoin et de le lui donner. Prenez soin de vous. Votre circulation vous en sera reconnaissante.